Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefary qui a lancé la newsletter data blef.fr, la plus connue en France. Christophe a été Head of Data Engineering et Staff Data Engineer dans des startups et des grands groupes et c'est selon moi l'un des plus grands experts data en France. Récemment, Christophe a cofondé Nao, un éditeur de code à destination des équipes data. Aujourd'hui, on va décrypter avec Christophe la fusion entre Fivetran et DBT. Quelle est la stratégie sous-jacente des deux acteurs et quel va être l'impact pour un leader ou une équipe data? Christophe était également présent au dernier événement de DBT aux US, Qualys. Il va nous partager les autres news de DBT qu'il ne fallait pas rater. Hello Christophe, ça va? Ouais, ça va très bien Robin. Et toi, ça va? Ouais, super. Ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la stratégie sous-jacente des deux acteurs autour de cette fusion? Déjà, en préambule, je pense que ce qu'il faut dire, c'est je bosse chez ni l'un ni l'autre. Je connais pas la stratégie exacte, tu vois, et c'est beaucoup de suppositions, mais je pense que quand tu lis entre les lignes, il y a des trucs que tu peux comprendre. Donc, pour remettre juste dans le contexte, Fivetran, c'est un outil d'extraction de données, donc ça permet de faire l'EL dans l'ELT, quoi. Et DBT, c'est un outil de transformation de données, et ça aide sur ta transformation de données, donc ça t'aide à organiser tes requêtes SQL. Tu l'as pas mal couvert, je pense, dans le podcast, avec tous les épisodes autour de la Modern Data Stack, qu'est-ce que c'est la Modern Data Stack. Et quand on regarde initialement les tout premiers posts de la Modern Data Stack, ce qui définissait la Modern Data Stack par DBT, c'était Fivetran, DBT, Looker et Snowflake, tu vois, ces quatre outils-là, et après il y a plein d'autres outils qui se sont réclamés de la Modern Data Stack et qui ont essayé de rentrer dedans. De mon point de vue, la fusion entre Fivetran et DBT Labs, c'est pour créer un centre de gravité plus gros et faire un outil complet de LT, quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sinon, t'avais Fivetran qui faisait de l'EL, DBT qui faisait du T. Mais ce qui se passe quand tu veux grossir et quand tu regardes la manière dont les entreprises utilisent les outils, plus l'entreprise devient grosse, plus elles veulent une seule facturation et un seul outil qui gère tout, quoi. Et en fait, je pense que c'était une limite à la croissance des deux entités séparées d'avoir que un service d'extraction ou que un service de transformation. Et quand ils se rendaient compte de comment ils devaient faire pour croître, bah, c'était forcément aller dans d'autres périmètres de la Modern Data Stack, que ça soit l'extraction pour DBT ou la transformation pour Fivetran, et après aller dans le catalogue, la BI, le semantic layer, le compute qui est le warehouse ou le data lake et ce genre de trucs. Donc je pense que le vrai truc initial qui a trigger ça, c'est les clients veulent payer un seul outil pour tout faire, et c'était le truc le plus évident, tu vois, de faire merger le plus gros truc de L et le plus gros truc de T aujourd'hui, quoi. Oui, pour rester, on va dire, compétitif face aux mastodontes type Snowflake ou après même les plus gros Google, etc. Bah en fait, les grosses organisations dans ce périmètre de LT, ça va être Alteryx, Informatica, IBM. Il y a quelques entreprises qui sont méga grosses et qui sont implantées dans le Fortune 500, dans les grosses entreprises. Tu vois, en France, on a Dataiku qui fait un peu ce périmètre-là. Il y avait Talend à une époque. Et en fait, toutes ces entreprises-là, elles ont fourni toujours un outillage qui était de l'ingestion jusqu'à la fin de la transformation. C'était des outils ETL complets où tu pouvais tout faire à l'intérieur. Et la fusion fait que tu peux maintenant entrer en compétition avec ces entreprises-là et fournir une offre de service équivalente pour permettre aux entreprises qui seront potentiellement bloquées, parce que c'est quand même des technos qui sont assez anciennes, sur Alteryx, Informatica, de migrer vers DBT qui est plus sexy, plus moderne, qui donne plus envie aux équipes de travailler parce que tout le monde en parle. Il y a tout qui est plus au vert et plus attrayant, quoi. Et donc ça, c'est ce qui explique effectivement que ça a été un rapprochement entre Fivetran et DBT et pas un rapprochement, par exemple, entre DBT et Snowflake ou Fivetran et Snowflake. C'est qu'effectivement, historiquement, c'est quand même un peu deux typologies d'acteurs différentes. T'as les acteurs qui sont plutôt data lake, warehouse du côté du compute, et bien sûr, ils vont quand même essayer d'aller récupérer certaines autres parties de la chaîne sur de l'ELT un petit peu, etc. Et t'avais plutôt les outils ETL qui étaient un peu agnostiques du compute et qui pouvaient après se déployer sur les différents clouds. Et donc en fait, là, Fivetran et DBT
finalement, ils recréaient un outil, alors, qui est complètement différent, mais dans une catégorie qui existe depuis très longtemps, qui est tout simplement la catégorie de l'ELT, quoi. Enfin, de l'ingestion jusqu'à la transformation, comme tu dis, quoi. Enfin, il y avait quand même eu pas mal de rumeurs ou d'interrogations de gens qui disaient DBT va se faire racheter par Snowflake ou DBT va se faire racheter par Databricks. Je pense que la fusion, c'est aussi une manière défensive par rapport à ça. Parce qu'en fait, la fusion de Fivetran plus DBT et Labs rend l'entité fusionnée plus dure à se faire absorber par un Snowflake ou un Databricks, je pense aussi. Bon, on n'a pas les chiffres publics, mais a priori, Fivetran faisait 400 millions de revenus. Et DBT Labs était entre 250 et 350, je pense. C'est pas public, mais c'est a priori ce qu'on peut lire sur Internet, tu vois. Et sur ces produits, tu appliques à peu près des x10 minimum, je suppose, vu l'attraction qu'ils ont. Donc t'es quand même sur des outils qui étaient entre 2 et 4 milliards probablement de valo chacun. De mémoire, là j'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, DBT à leur dernière levée, donc 2022 je crois, ils étaient déjà à 4,5 milliards de valuation parce qu'ils avaient levé à une valuation assez ouf, donc sans le revenu à l'époque. Oui, donc potentiellement, le nouvel acteur, il dépasse les 10 milliards de valo, donc ça devient un peu costaud à racheter, quoi, même pour un Snowflake. Ouais, c'est plus le même truc, quoi. Et après, il y a aussi, ce que tu m'avais dit, c'est quelque chose que tu voyais beaucoup d'ailleurs à Qualys, c'est qu'une grosse tagline de DBT, c'est de réduire les coûts de Snowflake ou les coûts, on va dire, de compute de manière générale grâce aux optimisations qui permettent de mettre en place sur la modélisation, etc. Ça, c'est quand même, en termes de vision, de positionnement, une énorme friction. Enfin, c'est complètement, ils sont pas du tout alignés sur l'objectif, parce que Snowflake, bon, alors bien sûr, ils vont te permettre de quand même optimiser ce que tu fais dans Snowflake, mais leur but, c'est pas de réduire la note que tu payes à Snowflake, on va dire, de 50%. Alors toi, tu disais, DBT, une de leurs taglines, c'est qu'ils permettent de réduire de 60% la note de Snowflake. Donc, grosso modo, de réduire de 60% le CA de Snowflake. Donc, forcément, il y a un problème. Et donc, peut-être qu'en termes de vision, pour les fondateurs de DBT aussi, se faire aspirer par Snowflake, ça aurait pu être plus un choix stratégique de Snowflake et ça aurait pu complètement mettre en pause après, finalement, tout le dynamisme de la feuille de route et, enfin, le produit aurait peut-être été un petit peu complètement pas abandonné forcément, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le revenu de Snowflake est très corrélé, je pense. Enfin, il y a une grosse partie du revenu de Snowflake qui dépend de personnes qui font du DBT. C'est dur d'avoir les chiffres parce que c'est pas public, tu vois, mais ce qu'on sait et ce qu'a annoncé DBT, c'est qu'il y a au moins 90 000 projets ou entreprises qui utilisent DBT Core, donc la version open source, tu vois. Là-dessus, les warehouses les plus utilisés, c'est, à mon avis, Snowflake, BigQuery, avec probablement Snowflake en tête. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie du revenu de Snowflake qui dépend de code qui a été écrit en DBT. Il y a un truc qui est inhérent à DBT, c'est un truc qui génère beaucoup d'entropie. En fait, quand tu fais du DBT, tu vas passer ton temps à rajouter des modèles, à créer des nouveaux modèles, et par défaut, la manière dont DBT a été conçu, quand tu crées un modèle, tu vas le rafraîchir tous les jours et tu vas réécrire toute la table et du coup, par défaut, le setup de DBT est pas méga optimisé et la plupart des gens commencent comme ça parce qu'en fait, au début, tu te poses pas trop de questions, tu fais un modèle en full, tu passes ton temps à rajouter des modèles en full, imaginons toutes les semaines, tu rajoutes 10 modèles. À la fin de l'année, tu as 500 nouveaux modèles, tu vois. Et donc, chaque modèle incluant du compute chez le warehouse qui est en dessous, bah forcément, à la fin de l'année, ton coût Snowflake a augmenté. Si au début, tu as commencé à 1000, potentiellement, tu finis à la fin de l'année à 10 000, 20 000, 30 000, whatever. Et donc ça, c'est parce que ça a été une grosse recherche ces dernières années des équipes qui utilisaient DBT, de baisser leur coût de warehouse, parce qu'en fait, il y a plein de leviers là-dessus. Il y a plein d'entreprises, il y a plein de boîtes qui se sont lancées dans ce périmètre de baisser les coûts de warehouse. Mais sachant que c'est DBT de manière inhérente et la manière dont ça a été conçu, les choix qui ont été faits par l'entreprise et par DBT Core font que tu as beaucoup de coûts. Bah en fait, tu peux modifier des trucs dans le moteur qui baissent les coûts instantanément si tu mets des optimisations à certains endroits, tu vois. Et c'est un peu ce qui a été fait avec Fusion, le nouveau moteur qui est propriétaire avec Source Available. Et c'est aussi ce que fournit DBT dans DBT Platform où tu peux vachement monitorer tes coûts. Ils ont annoncé un nouveau truc justement à la Qualys qui s'appelle le State Aware Scheduling qui fait que tu ne recalcules un modèle que si tu estimes que les lignes en dessous ont changé. Ça, c'est que dans la plateforme cloud. Et tout ça mis de bout à bout, ils annonçaient justement qu'ils arrivaient à faire des réductions entre 60 et 65% des coûts du warehouse en dessous. Bah ouais, c'est dur d'être, tu vois, genre de vendre la réduction de compute et de vendre du compute en même temps, quoi. Je trouve que t'as un conflit à un moment d'intérêt ou un conflit de business, je pense. On a beaucoup parlé de DBT, on va en reparler après de toute façon avec aussi les news autour de l'événement Qualys, mais j'étais curieux que tu nous en dises un peu plus sur la vision du côté de Fivetran. Pour toi, au-delà de devenir un très gros acteur, il y a probablement d'autres éléments stratégiques à l'acquisition de DBT. Tu peux nous parler un peu de ça ?
En fait, ce qui est intéressant, je pense, de voir, c'est que Fivetran, quand tu regardes à l'annonce et quand tu regardes un peu en ligne ou que tu lis les choses en ligne, c'est pas l'entreprise qui a la marque la plus appréciée et ils n'ont pas créé une grosse marque identifiable, tu vois, qui donne envie aux équipes de bosser avec. Franchement, le produit marche bien, mais coûte assez cher et le pricing de Fivetran a toujours été quelque chose qui a tendu, je dirais, la communauté au global parce que assez cher, compliqué à comprendre, et ainsi de suite. Et je pense que quand t'es Fivetran, tu le vois ce truc-là. Et de l'autre côté, DBT a construit une communauté qui est assez ouf, tu vois. Enfin genre parce que c'est open source de base, mais aussi, je pense que l'entreprise a réussi à avoir une com qui est moderne, à mettre des équipes assez jeunes. Tout le monde est vachement visible, tu vois, genre quand tu regardes les personnes qui parlent ou qui notent, il y a 5 à 10 personnes différentes qui parlent, qui sont des product managers. Jérémy que tu as reçu dans le podcast, tu donnes envie, tu vois, d'utiliser le produit aussi. Côté Fivetran, il n'y a pas trop ça, tu vois, il n'y a pas cette notion de développeur community, ils font pas des keynotes où ils expliquent les features. Et d'un côté, si tu déplaces ta donnée de A à B, tu vois. C'est quoi quand t'es Fivetran, genre faire une développeur keynote où tu dis, oui, bah maintenant on a rajouté l'incrémental, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas le même fun et tu t'as pas le même produit. Je pense que ça c'était limitant. Donc il y avait un gros sujet stratégique, je pense, en faisant la fusion avec DBT, c'est bah tu as d'un côté cette nouvelle communauté de développeurs qui est une marque aussi appréciée qui vient avec toi. Je pense que de l'autre côté, Fivetran était assez concurrencé. Il y a énormément d'alternatives à Fivetran, que ça soit en service cloud, par exemple t'as Airbyte Cloud, mais aussi en open source, t'as Airbyte, t'as DLT, t'as plein de dérivés qui sont basés au-dessus de DLT. En service cloud, t'as aussi aux US, t'as Estuary, Portable, t'en as quand même un sacré paquet. En France, t'as PopSync, qui est plus sur la partie CDC, tu vois. Et donc, Fivetran est énormément concurrencé et je pense qu'ils voient aussi la concurrence sur ce sujet et donc ils avaient besoin aussi de diversifier la manière dont ils récupéraient le revenu. Et aussi, dernier truc, Fivetran est aussi concurrencé par Snowflake, Databricks, BigQuery eux-mêmes, eux aussi leur service d'ingestion de données, tu vois, en mode t'achètes Snowflake, tu peux avoir OpenFlow, quand t'es BigQuery, tu peux avoir, je sais plus comment ça s'appelle, Data Migration Service ou un truc comme ça. Et en fait, ça veut dire qu'au fur et à mesure, le revenu de l'EL va baisser parce qu'il y a plein de petits concurrents qui sont en train de grossir aussi. Je crois que, par exemple, Airbyte est 10 fois plus petit en revenu que Fivetran, hein, quand même. Mais Snowflake, avec OpenFlow, je pense qu'ils peuvent prendre une grosse partie du marché parce qu'en fait, ils sont forts à la vente, ils ont une plus grosse force de vente. Fivetran avait besoin de se diversifier. Et en fait, on l'avait vu, cette diversification, on le sait pas trop. Mais Fivetran, en fait, dans leur offre d'ingestion, ils pouvaient ingérer ta donnée directement dans un warehouse. Mais ils étaient aussi capables d'ingérer ta donnée dans un data lake ou dans un lakehouse. Avec des destinations en iceberg, avec tout ce qui va dans le périmètre dans le lakehouse en mode on met la donnée dans un bucket et ensuite tu as des tables iceberg sur lesquelles tu peux travailler. Et Fivetran était déjà en train de partir là-dessus. Il était déjà en train de vendre cette offre pour aller dans cette direction de Iceberg devient le nouveau standard, tu vois, d'ingestion de données où tu as du Iceberg et après tu as des computes qui se mettent on top. Donc ouais, je pense qu'il y a eu une grosse part qui a été la diversification et avoir une meilleure marque, tu vois, que celle qui est Fivetran qui est très corporate et qui donne pas forcément envie, je pense. Peut-être on peut parler un peu maintenant de l'impact que va avoir cette fusion sur les équipes data, sur les leaders data, un peu comment on doit lire la situation. Et je pense qu'il y a plusieurs manières de rentrer dans ce sujet. Ça peut être déjà d'un point de vue pour les utilisateurs de DBT, et après on peut parler un peu plus pour les utilisateurs de Fivetran ou les utilisateurs des deux solutions. Et après on pourra parler peut-être aussi un petit peu des potentielles évolutions de produits et des synergies possibles. Enfin, est-ce que ça va aussi créer quelque chose de nouveau en termes de valeur ajoutée pour les équipes data? Ouais, je pense que pour la communauté, c'est pas un message qui initialement a été reçu de la bonne manière, je pense. C'est plein de trucs qui s'enchaînent, tu vois. Premier truc qui était arrivé, c'était la sortie de Fusion et le fait que DBT Fusion, nouveau moteur, donc engine, était pas open source. Il est source available, mais avec quand même du code propriétaire chez DBT et donc tu peux pas l'utiliser. Enfin, vu qu'il est source available, que tu as un binaire qui est compilé en Rust, tu peux l'utiliser où tu veux sans aucune contrainte. C'est juste des entreprises commerciales qui peuvent pas le repackager et le revendre. Donc bon, dans les faits, c'est pas très grave. Mais le fait qu'ils ont enlevé le fait que ça soit open source, ça a frustré quand même une bonne partie des personnes. Et le truc qui est allé un peu derrière, c'est que maintenant, quand tu regardes un peu la com de DBT, il y a quand même beaucoup de features. Et quand tu regardes, je pense, le shift des équipes, DBT Core qui est open source a moins de devs qui bossent dessus que la partie DBT Platform qui génère du revenu. Et quand il y a des nouvelles features qui sortent, le futur, ça va être, si on caricature, c'est available in DBT Platform. Et donc, pas pour la plupart des gens. Et juste, si tu regardes l'équation économique, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur DBT Core, qui n'ont pas envie d'aller sur DBT Platform parce que le coût d'entrée est trop élevé pour ce que ça fournit. Chacun a son rationnel. Ou parce qu'en fait, tu as commencé avec un outil open source et t'as pas envie de vraiment, il y a
des gens qui sont pieds fermes en mode je sais open source, je paierai pas pour ce truc-là parce qu'en fait c'était pas ça la base de la communauté et la communauté c'est pas construite autour d'un outil payant quoi. N'empêche qu'il faut payer des devs qui bossent dessus, je l'entends. Je pense qu'il y a ce truc-là qui a pas été reçu avec joie, donc en historique. Et ensuite maintenant la fusion avec Fivetran, où Fivetran n'est pas reconnu comme une entreprise qui fait le plus d'open source quoi. C'est marrant parce qu'il y a eu la keynote où ils en ont parlé et le CEO de Fivetran faisait la blague en disant oui mais Fivetran on a beaucoup de repos open source. Moi j'ai commencé, j'ai fait de l'open source. Donc je suis allé voir, en effet ils ont beaucoup de repos open source, ils ont leurs 150 qui sont leurs des packages DBT, des trucs comme ça. Ok ils font de l'open source, ils ont mis des trucs sur GitHub quoi, mais ils font pas de l'open source dans le sens comme DBT ou comme un projet Apache open source classique. Donc ils ont pas la culture open source non plus. Sachant que en plus de ça, il y avait aussi, je pense que c'était il y a 2 ans, DBT, leur CRO, donc le chef du revenu, c'est quelqu'un qui était chez Elastic à l'époque où Elastic avait changé de licence. Donc il y a plein de signaux qui font, qui frustrent, je pense, les utilisateurs de DBT et la communauté. Oui, la priorité est passée de l'open source vers la monétisation, quoi, clairement. Mais ça, dans quelle mesure ça correspond, enfin, ça peut vraiment entraîner un risque pour les équipes data qui utilisent la partie open source actuelle? Est-ce que vraiment tu peux avoir un enjeu de manque de maintenance, de manque d'évolutivité? Enfin, tu peux avoir carrément un problème où au bout d'un moment, tu vas avoir des choses dans ta plateforme data qui ne vont plus fonctionner parce que peut-être qu'ils auront carrément trop ralenti sur l'évolution de la partie open source. Bon, après, je pense qu'ils vont aussi faire attention, mais c'est ça le risque. Enfin, il y a vraiment un risque tangible. Je pense que ce risque, il est assez mesuré parce que quand tu regardes ce qu'est DBT et si tu regardes ce qu'est DBT open source, enfin, genre core, quoi, t'as un paquet de requêtes SQL, ça te permet de les orchestrer comme un DAG et de te donner le DAG et ensuite tu fais ce que tu veux de la manière dont tu lances le DAG. La plupart des gens, ils utilisent DBT pour un peu le protocole DBT, le standard DBT, la manière d'organiser tes requêtes SQL avec des YAML pour les décrire. Et ensuite, ils l'orchestrent avec un Airflow, ils l'orchestrent dans une CI, ils l'orchestrent en utilisant un compte DBT Cloud qui paye 100 balles par mois, alors qu'ils ont une plus grosse équipe. Enfin, chacun a un peu ses astuces pour lancer DBT. Et honnêtement, ce truc-là est assez stable, tu vois. Je pense que tu prends un projet DBT d'aujourd'hui, si ton équipe data, ce qu'elle fait, c'est juste elle crée des nouveaux modèles, elle rajoute des nouvelles choses, elle passe son temps aussi parfois à compacter, à enlever les modèles qui servent à rien, sans faire grossir le truc de manière démesurée. Ce truc-là, il va tenir 5, 10 ans, il y aura aucun problème, tu vois. Le seul truc qui va se passer, c'est que mécaniquement, la version plateforme, les personnes qui vont bosser sur plateforme ou Fusion va avoir des nouvelles features et tu vas être un peu frustré de pas les avoir parce qu'en fait, il y a des trucs qui pourront pas être faits d'encore. Mais ça, c'est pas un risque. Ça, c'est plus genre créer une frustration ou créer un truc où tu dis ah putain, il me manque le nouveau jouet qui brille à côté. En fait, c'est frustrant de se dire que la version open source, alors que jusque-là, elle était super dynamique, t'avais quand même des nouveautés régulières, c'est juste que là, maintenant, ça va se ralentir. Et ça m'emmène au sujet suivant que je voulais aborder, c'est que du coup, ça crée une opportunité pour un nouvel acteur. On en a déjà parlé. Alors, ce qui est marrant, c'est que on avait déjà fait un épisode sur ce sujet, que choisir entre DBT et SQL Mesh, parce que le challenger, c'était SQL Mesh. Et en fait, Fivetran a un peu anticiper ce sujet-là, ce qui est assez, là tu dis quand même que c'était stratégique et qu'ils préparaient le coup depuis longtemps, je pense, enfin j'en sais rien, mais parce qu'ils ont acheté SQL Mesh avant d'acheter DBT, et donc en fait finalement tu vas avoir une place pour un nouvel acteur qui va sûrement arriver quand même et qui va proposer une alternative open source parce que du coup il y a un positionnement de marché à prendre, mais ça peut mettre beaucoup plus de temps que prévu vu que voilà t'as pas un acteur qui est déjà dans les starting blocks, déjà prêt, qui avait déjà construit une communauté comme ça pouvait être le cas pour SQL Mesh. La raison pour laquelle ils ont racheté SQL Mesh avant, je pense, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour dire à DBT, si vous venez pas et si vous mergez pas avec nous, nous, on va avec SQL Mesh et on sera votre plus gros concurrent. Donc, je pense que ça fait du leverage, tu vois, et c'est important d'avoir du leverage, je pense, quand tu essayes de faire ça, quoi. Et deuxième truc, c'est aussi stratégique, c'est que si t'as SQL Mesh et qu'ensuite tu rachètes DBT, du coup, il y a plus de fuite parce qu'en fait, SQL Mesh était très vocal sur on est l'alternative open source, on est gentil, DBT Labs, c'est les méchants. Et du coup, si tu rachètes juste DBT Labs et qu'il y a toujours SQL Mesh dans la nature, les gens switchent instantanément, tu vois. Les hardcore fans de l'open source dont tu parlais, ils allaient tous partir. Ouais, c'est ça. Et ça aurait été un vrai truc. Mais du coup, stratégiquement, ça a plutôt bien fonctionné, je pense. Et aujourd'hui, des alternatives, il y en a. Il y en a, je dirais 4. La première, c'est forker DBT. Genre, tu peux repartir d'un DBT Core et l'améliorer et en faire ce que tu veux. Je pense que c'est assez limité parce que le vrai truc de DBT, c'est DBT Fusion et c'est ça, je pense, le futur qui a des grosses features et qui est intéressant. Et ensuite, t'as un truc qui s'appelle Beauplan, un truc qui s'appelle Bruin
Et je pense que tu as aussi DLT, qui est l'outil d'extraction en Python, qui peut aussi faire de la transformation dans une certaine mesure avec leur offre, quoi. Je pense que ça, c'est les alternatives qui existent aujourd'hui, et forcément, elles vont devenir de plus en plus fortes, quoi. On va voir laquelle arrive à gagner le cœur de la communauté. Donc, comme on a dit plus tôt, probablement qu'il y a un avantage majeur pour les équipes data, ça va être celui dont tu parles, et notamment les équipes data dans les grosses boîtes qui ont envie d'avoir un acteur principal, de limiter le nombre de logiciels ou de providers avec lesquels ils vont travailler. Quelles vont être les potentielles synergies? Est-ce que tu penses que c'est principalement un plus gros acteur qui permet de couvrir toute la chaîne, mais ça va rester un peu de briques quand même séparées? Parce que comme tu le dis aussi, c'est une fusion, donc tu vois, je pense que les deux produits sont quand même déjà très développés. Ou est-ce que vraiment il y a énormément de potentiel pour aller créer de la valeur ajoutée en allant fusionner d'une certaine manière ou créer des nouvelles fonctionnalités qui intègrent les deux produits? La manière dont ils ont vu leur merge, c'est de dire on fait tout sauf le warehouse, si je caricature, ou on fait tout sauf le compute. Fivetran et DBT Labs veulent être l'entreprise qui, quand tu fais une open data infrastructure, pour les citer, ils t'aident sur tout dans ta stack, sauf le choix du warehouse. Et tu mets le warehouse que tu veux au milieu. Donc, ils t'aident sur ingérer la donnée. Ils veulent t'aider sur faire la transformation, évidemment, c'est les deux trucs principaux. Mais ils veulent t'aider aussi sur faire ton iceberg et gérer ton catalogue iceberg. Ils veulent t'aider sur gérer ton catalogue au global. Ils veulent t'aider sur ton semantic layer. Parce qu'ils ont aussi l'entité fusionnée open source un semantic layer, un protocole de semantic layer. Et donc, en fait, stratégiquement, ils veulent créer une entité qui peut tout faire. Il y a deux trucs à ça. Le premier, c'est ça change complètement les entreprises qui sont adressées par DBT. Je pense que avant c'était beaucoup, tu vois, tu regardes les entreprises que tu as invitées, c'est beaucoup des startups, des scale-up, des petites orgs qui adoptaient DBT. Je pense que là, ils veulent vraiment shifter, mettre la seconde, la troisième, peu importe, la quatrième, et aller vendre aux Fortune 500, aller vendre aux grosses entreprises qui ont beaucoup d'argent et compete avec les gros, et notamment par exemple Coalesce.io qui a racheté par exemple Castor qu'on connaît bien en France, qui est le plus gros concurrent, je pense, sur la transformation de DBT aujourd'hui en appel d'offres en face à face, quoi, et qui est fort dans les Fortune 500. Et donc je pense qu'ils veulent aller cibler ces entreprises-là. Et donc en fait, toutes les startups scale-up, ça sera plus trop la cible de l'entité fusionnée, à mon avis, tu vois. Et après, sur les synergies, je pense que l'entité fusionnée, donc le DBT Tran, comme certaines personnes l'appellent, quoi, ils vont racheter d'autres trucs, je pense. Ils vont a priori racheter un data catalogue, je pense, parce que c'est la next step. Ils ont un catalogue dans DBT Platform, mais il est pas extraordinaire de ce que j'ai entendu et de la manière dont j'ai eu les feedbacks. Et je pense qu'ils peuvent aller dans cette direction-là. Et deuxième truc, ils vont racheter un orchestrateur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu as du DBT, tu sais faire que du SQL. Tu sais que orchestrer du SQL. Un peu des Python Transformation qui tournent sur le warehouse, mais c'est tout. Tu connais rien de tout ce qui est autour. Donc, tu connais rien si tu as des Daggerflow, tu connais rien si tu as des DAG ailleurs, tu vois, des trucs qui tournent en Python, en n'importe quel autre langage. Tu sais pas, c'est l'inconnu pour toi. Et si tu veux être l'outil principal d'une stack, il faut que tu sois fort sur ce truc-là. Et donc je pense qu'ils vont aussi aller dans cette direction de reprendre un outil d'orchestration. Je pense que le meilleur candidat pour eux, ça serait Daxter. Enfin, ça serait le plus logique et le meilleur parce que Daxter est hyper bien intégré avec DBT. Ils sont open source, ils ont une bonne brand. Là où Airflow, c'est open source, il n'y a pas d'intérêt de racheter Airflow ou Astronomer qui est trop gros, je pense, pour eux. Et après, éventuellement, même un outil de BI sur le long terme, tu vois. L'idée, c'est one stop shop et t'achètes tout, tu vois. Parfait pour les pronostics. Bah écoute, on fera des petites reviews à chaque fois qu'il y a une nouvelle pour voir si t'avais raison. Tu nous as déjà un petit peu balancé des petites news issues de l'événement de DBT Coalesce. T'en as mentionné une dont tu voulais peut-être parler un peu plus en profondeur si tu devais partager à la communauté une ou deux news clés qu'il fallait pas rater. Ouais, je dirais les trucs intéressants à retenir, c'est la fusion et leur Open Data Infra. Le fait qu'ils ont lancé un truc qui s'appelle OSI, je crois que c'est Open Semantic Interchange. L'idée, c'est de créer un langage commun de semantic layer entre beaucoup d'entreprises. Et c'est des grosses entreprises avec Salesforce et des trucs bien plus gros, quoi, pour créer en fait un protocole où le semantic layer est standard pour tout le monde. Et à côté de ça, ils ont open sourcé Metricflow. Et ça, pour l'histoire, Metricflow, à la base, c'était une entreprise qui s'appelait Transform, qui a été rachetée par DBT, qui était open source, qu'ils ont closed source et qu'ils ont re-open source, parce qu'ils se sont rendus compte que la version closed source marchait pas. Je pense que c'est, par nature, tu ne peux pas faire un semantic layer si t'es pas open, parce que le principe du semantic layer, c'est de te connecter à d'autres systèmes. Mais si ton truc est closed source, personne ne va avoir envie de le supporter. Alors que si tu crées un standard qui est open, la plupart des gens vont pouvoir se baser dessus et construire dessus. Donc, il y a eu ça. Et après, je pense que le dernier truc, c'est plutôt autour de Core et de Fusion. Je pense que j'ai bien aimé sur la Developer Keynote, où ils ont répété que DBT Core allait rester open source. Mais je pense qu'il y a, sur le vocabulaire, il y a un truc qui est important de comprendre. C'est que quand on parle de DBT, on parle de plein de choses. On peut parler de DBT Labs, on peut parler de DBT Core, on peut parler de DBT Fusion. Enfin, tu vois, genre, DBT, juste le mot DBT veut dire plein de choses. Mais en fait, quand ils réfléchissent, ce que c'est vraiment DBT, c'est un langage que tout le monde parle qui est
je définis mes modèles comme des requêtes SQL et des fichiers YAML à côté. Et donc ça, c'est juste ce qu'est DBT, c'est le fait d'écrire du SQL, du YAML qui définit ton modèle. Et ça, c'est le standard. Et ce qui a été bien formulé dans la développeur keynote, c'est on a tous ça. Et ça va exister à jamais. Ça sera open source, open standard à jamais, quoi. De dire que un projet DBT, c'est du YAML, du SQL qui est bien rangé. Et ensuite, ce YAML et ce SQL qui est bien rangé, tu peux choisir le moteur que tu veux pour l'interpréter. Donc tu pourras choisir DBT Core qui restera open source à jamais, ou tu pourras choisir DBT Fusion si tu veux avoir des features supplémentaires mais qui est pas open source mais qui est juste source available. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de garder la feature parity entre les deux. À mon avis, un jour ça sera trop lourd à porter, mais à mon avis c'est dans quelques années, c'est genre 3-4 ans que ce problème arrivera. Je pense que d'ici là on a le temps de voir les choses venir et on peut rester sur DBT Core si on a envie. Souvent on aime bien finir ces épisodes par une news. La news de Bleph, peut-être un article ou une ressource ou quelque chose qui t'a particulièrement interpellé ces dernières semaines peut-être. Il y a des types d'articles que j'aime beaucoup sur Internet, qui sont les articles un peu pédagogiques où quand tu scrolles, il y a des diagrammes qui s'affichent au fur et à mesure pour de manière pédagogique t'apprendre les choses. Et il y en a un que j'ai vu il y a pas très longtemps qui est comment ça marche globalement une database, tu vois. Et au fur et à mesure que tu scrolles dans ta page, tu comprends un peu comment la donnée elle est stockée, comment ça fonctionne sur le disque, comment quand tu requêtes la donnée ça se passe. Je trouve que c'est assez pédagogique et vu qu'on bosse dans la data, je pense qu'il y a plein d'analystes ou d'analytics engineers, vu qu'on parle de DBT, qui écrivent du SQL mais qui savent pas vraiment comment ça fonctionne une base de données derrière. Et je pense que c'est hyper intéressant comme article pour vulgariser ces concepts-là. Écoute, on mettra ça en description. Écoute Christophe, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à nouveau d'être venu. Merci Robin de l'invitation. Récap de la Qualys et de comment tu interprètes un peu la fusion Fivetran DBT. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. La news, c'est qu'on était à distance pour cet épisode avec Christophe. Donc dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. Peut-être dites-moi si vous avez vu une différence en mieux, en moins bien. Je vous dis à bientôt. Merci Christophe. Salut, à plus. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.